On poursuit nos discussions ici à la Chambre de commerce et d'industrie à Nice, région Côte d'Azur. Les rencontres professionnelles, art et technologie du festival Movimenta. Et on a débattu de beaucoup de sujets ce matin. Ici, les professionnels sont finalement dans des discussions qui croisent innovation, modèle économique, la question du numérique et de la valeur dans le secteur des industries culturelles et créatives. Et on va parler financement privé pour la culture et financement privé pour les industries culturelles et créatives. Vient de se terminer il y a quelques instants un atelier sur cette question avec un certain nombre de professionnels de profils différents qui ont témoigné sur le sujet. On voit que c'est un véritable besoin, mais que les choses ont énormément évolué ces dernières années. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler avec nous Olivier Ibanez. Vous êtes responsable mécénat et partenariat au ministère de la Culture. Et Fabrice Paul, vous êtes président directeur général de la société Edicom qu'on va présenter dans quelques instants. Olivier Ibanez, bon, aujourd'hui, le mécénat dans la culture, c'est évident, c'est même incontournable dans les plans de financement des projets culturels. Alors, le mécénat existe depuis la nuit des temps. Il a été porté par le bien nommé mécène. Mais depuis 1987, il y a eu vraiment quelque chose de très très fort en France sur le développement du mécénat culturel. Et puis en 2003, avec la loi Aillagon, qui a incité les entreprises à être généreuses et à soutenir les projets culturels, que ce soit pour le patrimoine, le spectacle vivant, les musées, les restaurations. Et ça ne cesse d'évoluer aujourd'hui avec de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Et on réfléchit en tout cas déjà au mécénat de demain. Être responsable du mécénat et des partenariats au ministère de la Culture, c'est financer la culture, c'est compléter le budget de l'État à destination... Alors, ce n'est pas un complément de budget à l'État, bien au contraire. Ça accompagne les opérations du ministère de la Culture. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a les opérations culturelles, les opérations nationales, que ce soit ça part des journées du patrimoine jusqu'à la fête de la musique. Il y a 15 opérations nationales qui sont pilotées par le ministère de la Culture, mais également de l'aide aux établissements publics qui sont sous tutelle du ministère de la Culture, où là, en tant que conseil, avec une bienveillance absolue auprès de nos homologues, et puis après aussi sur les projets de développement du ministère, la réflexion autour de la législation et puis l'innovation aussi en termes de prospective. Alors, vous l'avez dit, le mécénat, finalement, ça existe depuis très longtemps. Toutefois, là, il y a des nouvelles tendances ou des nouvelles modalités de travail autour de la question des financements privés pour les acteurs aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelques idées fortes qui sont revenues sur cette table ronde, notamment la question du financement participatif, du financement collaboratif. Alors le financement participatif a émergé en France depuis à peu près 5-6 ans avec des opérations un peu emblématiques, notamment celle qu'avait portée le CMN avec My Major Company à une époque, qui avait... au-delà de la levée de fonds, générer un ROI sans précédent, fédérer une nouvelle communauté, dépoussiérer l'image des monuments et apporter un peu une image sexy du patrimoine, et en même temps aussi fait venir, en tout cas sensibiliser le public éloigné du champ culturel et le public des internautes qui lui a pu s'embarquer aussi dans cette histoire patrimoniale. Je pense souvent au Panthéon. Le financement participatif avec My Major avait aussi emmené l'opération JR au Panthéon derrière et développé encore d'autres choses pour faire venir le public qui ne serait jamais venu dans ce monument. Fabrice Paul, chez Edicom, finalement, vous aussi, vous œuvrez pour l'intérêt général. Vous avez des projets culturels qui nécessitent l'apport de financement privé et public. Oui, tout à fait. Donc notre problématique majeure, c'est que lorsque nous sommes demandeurs auprès des entités publiques culturelles de montage financier pour monter des projets culturels, on se heurte effectivement à un refus, souvent parce que l'argent n'est pas là. Et donc, et les acteurs culturels n'ont pas toujours les bons réflexes, n'ont pas forcément les connaissances des arcanes qui leur permettraient de financer ces projets-là, même s'ils y trouvent un intérêt, et même si la matière culturelle ou scientifique, parce qu'on travaille beaucoup dans le domaine archéologique, elle est bien présente. Il y a une demande aussi du public, donc tout est là, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à articuler tout ça autour d'un financement, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Oui.
Je vous en prie. Je rebondis sur effectivement le financement participatif. En fait, c'est un peu plus ancien parce que on voit qu'au fin 19e, début 20e, les souscriptions publiques en fait marchaient très bien. Dans le domaine patrimonial, on a énormément d'exemples où une population va prendre à bras le corps la rénovation d'une fontaine, d'un bâtiment, et cet amour du public vis-à-vis de leur patrimoine, vis-à-vis de leur culture, il est immense. On sous-estime la capacité de financement du public. Les gens sont toujours attachés à ce qui les touche de près. Et il y a eu un petit écart par le passé du fait que les personnes pensaient que le patrimoine ou la culture ne leur appartenait pas vraiment. Et le financement participatif ou les souscriptions publiques de l'époque recréent ce lien en fait, d'adoption du patrimoine ou de la culture. Alors je rebondis aussi, bien sûr, le financement participatif existe depuis toujours, comme le mécénat existe depuis la nuit des temps, mais je parle de financement participatif 2.0, voire 3.0, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, via Internet, via du paiement en ligne, ou aujourd'hui des bornes de paiement de dons sans contact, des paiements via smartphone. Donc on a une démocratisation et un champ du possible vis-à-vis du don qui n'était pas là au XIXe siècle, mais ce n'est qu'une évolution, contemporaine, et qui apporte justement aussi une viralité et une possibilité énorme afin de fédérer tout type de donateurs. Et je dirais que ça vient compenser d'autres formes de financement qui peuvent être privées, un peu plus orientées vers un retour sur investissement, puisque le public, lorsqu'il participe au financement, n'attend pas forcément, et évidemment, n'attend pas un retour sur investissement pécuniaire. En revanche, ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir encore plus avoir un rapport physique avec le patrimoine. Une appartenance en fait au projet, c'est pour ça qu'on définit ça comme du 3.0. Non seulement ça vient de médias et de réseaux innovants, mais en plus les individus peuvent s'identifier dans le projet et appartenir de manière globale au projet. Donc alors chaque don compte dans un investissement, mais même en participant à hauteur de 1 euro, on appartient pleinement au projet. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. Alors l'appartenance à un projet, elle peut aussi passer par d'autres outils de financement privé. Ce matin, on avait un représentant de BPI France, donc qui est là vraiment une banque publique pour accompagner et inciter les entrepreneurs, les industries culturelles à développer leurs projets, en tout cas à soutenir le développement de leurs projets. Parfois, on entend que l'investissement dans la culture, dans les activités culturelles, il y a une prise de risque trop importante, il y a un modèle économique qui est illisible. Pourtant, on voit bien qu'au niveau du mécénat et de la donation, les choses vont plutôt en évolution. Et puis on avait une responsable de Futur en Scène qui nous témoignait un emballement également du public vers les industries culturelles. Alors est-ce que vous pensez que finalement le mécénat ou le don désintéressé est aujourd'hui la seule réponse au regard des autres types de financement privé? Comment tout ça peut venir cohabiter? Il y a une hybridation aujourd'hui des modèles économiques, des plans de financement dans la culture. Alors, il y a aussi une complexité, j'ai envie de dire... je perds le mot législatif, en tout cas fiscal, puisqu'on a des choses, mais comment font cohabiter ça dans les différents projets? Est-ce qu'il y a une tendance forte qui se dégage aujourd'hui par rapport à l'industrie culturelle? Alors, pour le mécénat en tout cas, depuis 2003, c'est une mesure incitative. Cette loi Aillagon, c'est une mesure incitative avec une défiscalisation possible à 60% et 25% de contrepartie. Malgré tout, ce n'est pas une niche fiscale, c'est une incitation à la générosité et pour l'intérêt général, toujours autour des valeurs de transmission et de restauration de notre patrimoine ou de notre culture. Mais aujourd'hui, dans les projets, en tout cas qu'on a à développer, à créer, à faire vivre, il y a plusieurs types de mécénat. Le mécénat de compétences, le mécénat en nature et le mécénat numéraire. Déjà, ça ouvre un petit peu la perspective, le spectre est beaucoup plus large. C'est pas simplement lever des fonds, c'est trouver des solutions pour faire vivre le projet. Donc la compétence, ou le mécénat en nature, qui vient souvent de la part de PME, TPE, start-up, apporte beaucoup dans l'idée du milieu culturel. Et puis après, aujourd'hui, on associe aussi les partenariats, partenariats médias, partenariats avec des entreprises, pour apporter encore un complément à ces premières levées. Et puis pourquoi pas du sponsoring. Tout ça peut très très bien cohabiter
à la fin, seul le projet compte. Je dirais qu'il y a un autre aspect aussi intéressant dans la réunion qu'on a eue tout à l'heure, c'est que par exemple la BPI a aussi un intérêt dans le sens où le public est certes intéressé par la culture et le patrimoine, mais il y a aussi un aspect important, c'est qu'ils sont très attirés par les nouvelles technologies. Or, puisqu'on travaille nous dans les nouvelles technologies aussi énormément, de plus en plus, pour répondre à cette demande. Et lorsque un acteur public, par exemple, a un projet culturel et patrimonial, il va avoir une demande peut-être un peu particulière dans les technologies, ce qui va nécessiter pour les entreprises qui travaillent dans ce secteur de développer, d'innover, d'inventer parfois. Et donc on a besoin de R&D. Et cette R&D, elle ne peut se faire qu'au travers de financement aussi, parce que c'est très risqué effectivement de travailler dans ce genre de domaine, où il y a une rentabilité parfois qui n'est pas si évidente que ça. C'est souvent des métiers de passion, hein, que ce soit même les financeurs d'ailleurs, souvent sont des gens passionnés. Donc c'est très intéressant dans ce domaine-là, mais c'est dangereux. De ce fait, tout ce qui est recherche et développement et innovation, en fait, peut rendre un projet vraiment concret et le voir aboutir, parce que à côté, des entreprises, des TPE, des PME ont pu être financées, des startups ont pu être financées en parallèle par des entités, effectivement, dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui sont des financements privés à des fins entrepreneuriales. Pour illustrer un peu vos propos, notamment sur la question de la R&D, du mécénat de compétences, est-ce que vous avez des exemples de projets sur lesquels vous auriez travaillé et où un acteur privé aurait accompagné cette recherche et développement ? Alors là, à l'heure actuelle, par exemple, quand on parlait tout à l'heure d'un projet sur un événement culturel, historique et archéologique, on avait nécessité de développer des projets autour de l'hologramme, voilà, de l'holographie. Donc on s'est rattaché les compétences de certaines entreprises qui ont dit oui, ça on sait faire, mais il faudra l'adapter par rapport à la demande. Et de ce fait, ils ont cherché des financements, et les financements ont pu venir, bon là c'était une banque en l'occurrence, qui elle a participé au développement de la techno spécifique qui nous a permis d'intégrer des dispositifs holographiques dans une exposition, par exemple, culturelle. Voilà. Alors le mécénat de compétences, pour des exemples, c'est vraiment très très polymorphe. Hein. Ça peut être une sonorisation, une mise en lumière, du vidéo mapping, ça peut être de la reconstitution 3D, de la réalité virtuelle, en fait, et où l'entreprise, là on ne cherche même pas l'argent, c'est l'entreprise elle-même qui offre sa compétence au service du projet. Et justement, c'est là où c'est vraiment une pépinière, notamment dans les startups, où on utilise des écrans digitaux, on utilise des applis de visite, des choses totalement différenciantes et qui apportent beaucoup au contenu et qui ne peuvent être données que par une compétence très très particulière, une compétence fine, et qui crée la vraie synergie et la vraie plus-value du projet. Donc c'est un véritable... Pardon, vous vouliez réagir peut-être ? Oui, il y a un autre pan aussi d'aide qui est le pan universitaire. Ça a été un peu abordé tout à l'heure dans les réunions. Et nous, ça nous est arrivé effectivement d'utiliser la force universitaire qui est très créative, qui est très souple, notamment sur des problématiques de RFID, d'interaction d'objets connectés. Il est certain que certains projets n'auraient jamais pu voir le jour si des universités ne participaient pas, parce que souvent le R&D prend énormément de temps et énormément d'argent. Si vous n'avez pas trouvé les financements d'un côté, l'université peut être un palliatif très intéressant. Alors c'est plus long, il n'y a pas une obligation de résultat, mais d'une part c'est intéressant parce que souvent on s'aperçoit que localement on a les compétences, on a le tissu universitaire qui peut répondre à la question, notamment ici à Nice, dans le RFID par exemple, vous avez un pôle qui est très innovant et qui répond à ces demandes de toute façon. Donc l'université peut aider. Alors c'est pas du numéraire bien entendu, mais c'est de la compétence, c'est de la mise à disposition, et c'est aussi pour eux la possibilité de développer des recherches qui restent théoriques. Et ça leur permet de les mettre en pratique au travers de ces projets. Au niveau du mécénat, on voit l'exemple effectivement du ministère de la Culture qui est équipé et qui sait travailler avec les mécènes sur des grandes opérations. Est-ce que c'est le cas dans d'autres organismes de l'État, des collectivités territoriales ? On est tourné vers le mécénat ?
Alors déjà, les grandes institutions culturelles, que ce soit les grands monuments, les grands musées, sont vraiment équipés, ont des équipes dédiées au mécénat et formées, très 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 professionnelles, et ça fonctionne très bien, même si tout est perfectible. Et puis après, dans certains sites un peu plus intimistes, c'est plus délicat de temps en temps, certains musées qui sont en souffrance ou certains sites patrimoniaux où il y aurait besoin de force vive du mécénat pour lever des fonds. Dans les collectivités, alors en région parisienne, ça commence vraiment à être développé. Dans le réseau des DRAC, c'est développé aussi, il y a des correspondants mécénats. Malgré tout, il y a très peu d'homologues dans les institutions culturelles en région. Et c'est souvent des consultants extérieurs qui viennent. Il faudrait peut-être qu'il y ait aussi une volonté de promouvoir le mécénat et de travailler, en tout cas en termes de ressources humaines, sur ces sujets-là. Parfois, des acteurs culturels témoignent d'un non-travail vers les actions de mécénat, justement parce que pour eux, ils pensent que c'est réservé uniquement aux établissements prestigieux, Opéra de Paris, Musée du Louvre, etc. Pourtant, on voit aussi un certain nombre d'exemples qui démontrent que l'enjeu du mécénat n'est pas que pour des questions de prestige et de rayonnement. Qu'est-ce qu'on peut répondre ou suggérer à ces professionnels qui pensent que l'outil du mécénat n'est pas fait pour eux? Alors en fait, c'est souvent une méconnaissance du secteur. Alors tout à l'heure, je l'ai dit, chaque don compte, et pour moi, c'est vraiment une philosophie. L'intérêt général, c'est primordial. Et aujourd'hui, il n'y a pas un projet qui peut exister ou bien exister sans un financement, sans une synergie publique-privée. Donc chaque projet mérite aussi son attention particulière et trouvera son mécène ou ses partenaires. Alors peut-être il faudra être moins ambitieux que le Louvre ou Versailles, parce que là on parle de millions et de millions, mais non sans mal, parce que ces établissements sont dotés vraiment d'équipes dédiées, très très professionnelles, avec des spécialistes en la matière, mais des projets plus intimistes qui ont aussi leur intérêt peuvent trouver des entreprises qui pourront flécher leur nom, des entreprises qui sont sensibles parce que ça correspond, les projets correspondront vraiment à l'ADN de l'entreprise, à cette volonté de soutenir, ou au coup de cœur, parce que c'est pas obligatoirement un axe d'une entreprise, souvent c'est le cas, mais il peut y avoir aussi encore des coups de cœur. Et je pense que les rendez-vous d'aujourd'hui sont les mécénats de demain. C'est jamais vain un rendez-vous avec une entreprise. Mais peut-être c'est pas bon timing, et un jour le moment viendra où on créera cette synergie. Fabrice, Paul, pour finir, est-ce que c'est compliqué finalement d'entreprendre et de gérer une société qui agit dans le champ culturel ? C'est pas facile, mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est la passion qui nous motive. C'est le seul et unique moteur, parce que c'est vrai qu'avant, moi, j'étais plus dans la communication et le marketing, et c'est ce qui, d'ailleurs, me permet aussi d'orienter les demandes et les offres en matière culturelle et patrimoniale, parce que par rapport à ce que vous disiez, moi, si j'avais des conseils à donner, c'est peut-être aussi qu'en dehors effectivement des grands faiseurs qu'on va trouver à Paris, en région parisienne, chacun est assis sur de l'or. C'est-à-dire que chaque région, chaque département, chaque ville est assis sur de l'or. Il y a toujours quelque chose à valoriser, seulement il faut le vendre. On parlait de pitch dans la dernière réunion. On s'aperçoit que chacun est certainement conscient de la valeur de ce qu'il a à promouvoir, mais il n'a pas la capacité aussi de le présenter correctement. Alors effectivement, en termes de ressources humaines, il y a effectivement des intervenants qui pourraient aider à monter des dossiers, mais peut-être aussi des gens qui sont dans la pure communication. C'est évidemment à éviter comme terme dans ce milieu-là, mais de marketing, parce qu'il faut vendre un projet, parce qu'il faut à un moment donné que la mariée soit belle, et elle est toujours belle, mais après voilà, la façon dont on l'habille ou la façon dont on la présente va pas toujours lui rendre hommage. Voilà, donc ça aussi c'est dur, effectivement, pour répondre à votre question. C'est pas facile, mais c'est enthousiasmant, parce que la matière est toujours enthousiasmante, elle est toujours passionnante, et de ce fait on trouve toujours des idées. En tout cas on essaye, après c'est pas évident pour arriver à nos fins. Voilà. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Alors, donc, le storytelling, le marketing c'est primordial aujourd'hui. Alors, moi, je vends rien, j'offre des opportunités. C'est vraiment un positionnement. Quels sont les objectifs, quels sont les moyens que je vais pouvoir mettre en œuvre autour du projet. Et cette réflexion-là, au bout d'un moment, arrive à embarquer des partenaires qui sont identifiés et qui vont pouvoir eux aussi s'insérer dans ce projet.
mais vraiment cette notion d'objectif, de moyens, d'approche systémique, de connaissance du marché, de constituer un réseau, de l'entretenir, de le bonifier, et finalement de l'émouvoir aussi, et de l'emmener avec nous à chaque fois vers de belles histoires. C'est du gagnant-gagnant tout ça. Et c'est effectivement ce qu'on discute ici aux rencontres Art et Technologie dans le cadre de Movimenta, tous les enjeux du secteur culturel par rapport à la valorisation de son écosystème et tous ces acteurs qui peuvent faire que, comme vous le disiez, on est peut-être assis sur de l'or. En tout cas, c'est un véritable atout pour les territoires et pour l'entrepreneuriat en France. Merci beaucoup Olivier Banez et Fabrice Paul. Je rappelle, Olivier Banez, vous êtes responsable mécénat et partenariat au ministère de la Culture, et Fabrice Paul, vous êtes président-directeur général de la société Edicom et vous participez actuellement à ces rencontres ici à Nice, Art et Technologie. Merci et bonne rencontre.